Nous allons maintenant nous plonger dans l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir Anna Kowalska. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante de l'émission Dzień Dobry pour la télévision polonaise TVN. Très bien. Bienvenue. Et à vos côtés, Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. La Région, gracias. Partage des tâches. Gracias Nadia, bienvenue à vous Juan José. Et tout de suite Nadia, on va commencer donc avec notre premier dossier de la semaine. C'est la situation de la Pologne justement, qui est en première ligne face à la Russie de Vladimir Poutine et qui est devenue la principale terre d'accueil des réfugiés ukrainiens. Oui, la Pologne, c'est le pays qui accueille de très très loin le plus grand nombre de réfugiés, et ce depuis le début de la guerre en Ukraine. À ce jour, plus de 2,5 millions, 2,7 millions pour être précis, d'entre eux sont entrés en Pologne, parmi lesquels près de 100 000 étrangers qui étudiaient ou qui travaillaient en Ukraine et qui ne bénéficieraient pas exactement des mêmes conditions d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Anna Kowalska, comment s'organise concrètement cette nouvelle, parce qu'elle est nouvelle, cette nouvelle politique migratoire en Pologne? Concrètement, ça a été un peu amélioré depuis le début de la guerre, mais les conditions d'accueil sont similaires, c'est-à-dire si un migrant et le gouvernement polonais maintient que ça doit être pas seulement migrants ukrainiens, mais aussi les migrants qui viennent d'autres pays, qui traversent la frontière, sont pris en charge à la frontière de façon très rapide. Donc ils sont nourris, habillés. Ensuite, vont soit par leurs propres moyens, donc par le train, ou ils sont ramenés en transport par les particuliers dans les grandes villes, parce que c'est plus facile, parce qu'ils les connaissent mieux. Et dans les grandes villes, selon leur situation, ils vont chez leur famille, il y en a beaucoup, il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà avant la guerre 1 million de réfugiés ukrainiens, donc c'était souvent le cas au début de la guerre, soit ils sont pris en charge dans les centres temporaires, mais encore une fois... Parce qu'il y a un travail considérable des ONG, de la société civile, mais est-ce que l'État aide techniquement et concrètement sur le terrain ? Justement, l'État, donc le gouvernement central, aide surtout à la frontière. Donc, il prend en charge la première partie. Ensuite, quand un réfugié arrive, par exemple, à Varsovie, il est pour la plupart nourri et logé toujours chez les particuliers. Il y en a effectivement qui sont relogés dans les hôtels particuliers ou dans les centres, mais les centres, encore une fois, créés par les autorités locales, donc le gouvernement central en prend très peu le parti. Juan José Dorado, quel doit ou quel peut être le rôle de l'Union européenne justement? Est-ce que c'est à l'Europe aussi de venir en aide aux pays qui accueillent des réfugiés ukrainiens, à commencer par la Pologne? Il le fait-elle suffisamment ou pas? Tout d'abord, il faut voir quelles sont les priorités. La priorité aujourd'hui, c'est l'accueil des réfugiés, donc il faut aider la Pologne à accueillir les réfugiés. Qu'on ne voit pas les images qu'on a vues dans les années passées, que ce soit en Grèce, que ce soit en Italie, que ce soit au sud de l'Espagne. On ne doit pas voir ça. Donc, en France. Mais on doit effectivement aider, et c'est ça la priorité de l'Union européenne aujourd'hui, aider les Ukrainiens, pas uniquement avec des armes, mais aussi en accueillant effectivement les réfugiés. Et donc, surtout, la Pologne, parce que c'est le fer de lance de l'Union européenne, c'est la Pologne. Et en fait, c'est elle qui est en train de faire tout le travail. Après, on va redistribuer. D'accord, mais c'est surtout la Pologne qui doit faire le boulot. Il faut vraiment l'aider. Mais le sentiment sur place, c'est est-ce que les Polonais trouvent que l'Union européenne en fait assez et que même les autres Européens en font assez? Absolument pas. Et ça ne concerne pas seulement la situation des réfugiés, mais aussi justement aide militaire, aide à Kiev en général, donc le soft power. En ce qui concerne les réfugiés, c'est un miracle qu'il n'y a pas beaucoup ou presque un seul réfugié qui dort dans la rue maintenant à Varsovie et dans les autres villes, parce qu'il y en a 2700. Et c'est grâce justement aux Polonais qui sont solidaires. On peut pas... Ça peut durer, ça? Ça va rester soutenable? Bah justement, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut un système européen développé vite, parce que si maintenant le système tient, OK, mais dans 3 mois, les gens vont être fatigués, il y aura de nouveaux réfugiés qui vont venir avec les frappes à l'Est, par exemple. À l'Est de l'Ukraine, il faut leur trouver un travail, 700 000 de postes nécessaires. Impossible, même si le chômage est très bas en Pologne, on ne peut pas garantir ça. Donc maintenant, les Ukrainiens sont très assimilés et les Polonais toujours très solidaires, mais les autorités, surtout les autorités locales, appellent déjà à l'aide. Comment justement, Régis Geoffrey, un pays comme la Pologne, et au-delà, mais au premier chef la Pologne, peut tenir dans la durée, puisque la guerre a maintenant plus de 50 jours, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour organiser justement cette politique d'accueil en Europe? Je crois que vous êtes rendu d'ailleurs en Pologne il y a quelques semaines. Oui, je pense que l'accueil, si vous voulez, je pense qu'à ce stade de bonne volonté générale est un peu obligé pour quand même montrer qu'on respecte quelque part les droits de l'homme. Je pense que dans les mois qui viennent, ce sera réalisé. Mais moi, ce qui me gêne, c'est tous ces enfants morts qui plus jamais ne vivront. Parce que là, on ne va pas arriver à faire de l'Ukraine un champ de bataille où il n'y aura que des adultes avec des armes qui vont se battre un peu comme des armées romaines. Donc je suis beaucoup plus
si vous voulez, peinés par cela que par les réfugiés, c'est tout à fait bouleversant. Mais je pense que ça, c'est une part qu'on va arriver à réaliser, même si on voit qu'il y a quand même une bonne volonté générale. Mais là, actuellement, il y a encore je suis désolé d'être un peu dans l'émotion, mais oui, moi, ça me frappe. Ces enfants ne revivront plus jamais. Ce sont des vies qui partent en ce moment. Là, mais je raisonne en tant qu'artiste, j'ai pas de solution, mais c'est l'urgence absolue. Actuellement, comme je dis, quand à Paris, il y a des enfants qui dorment dans la rue, je dis, un enfant dans la rue, urgence absolue. Là, c'est cet enfant-là, il est sauvé. Je veux dire, il est sauvé. Donc c'est d'arrêter la guerre, bien sûr. Il sera sauvé. Mais ceux qui sont en train de mourir... L'urgence absolue, c'est d'arrêter la guerre, bien sûr. Et si la Pologne a aussi cette attitude, justement, d'accueil pour les réfugiés ukrainiens, c'est aussi parce qu'elle se retrouve de fait en première ligne face à la Russie de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, les autorités polonaises, évidemment, mettent en avant le fait que ce conflit, il a des racines historiques très anciennes. Oui, c'est notamment ce qui s'est passé dimanche dernier quand la Pologne a commémoré le massacre de Katyn, c'est-à-dire l'assassinat de près de 22 000 Polonais par la police de Staline, c'était en 1940. À cette occasion, donc, voilà ce qu'a déclaré le président polonais. On regarde. Pendant 80 ans, les victimes et leurs familles n'ont jamais vu justice rendue pour le crime de Katyn. Le génocide n'a pas de délai de prescription. Par conséquent, j'exigerai que cette affaire soit réglée devant les tribunaux internationaux. Nous soumettrons les motions appropriées dans un proche avenir. Ce crime doit être enfin jugé et les coupables nommés. Parce qu'il faut rappeler que la Russie, c'était Gorbatchev à l'époque, a reconnu sa responsabilité dans ce massacre uniquement en 1990. Anna Kowalska, c'est toute la société polonaise qui se souvient aujourd'hui de ce passé extrêmement douloureux. Ce sont ces cauchemars qui sont ravivés par les crimes de la Russie en Ukraine? Absolument. Et globalement, on est, si je peux le dire délicatement, pas très fan de la Russie en Pologne. C'est très délicat la façon dont on dit. Katyn, on en a exemple, mais il y avait... Ça date du XVIIe siècle. On était constamment menacé par la Russie, avec le partage de Pologne dans le XIXe siècle. Ensuite, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Certes, l'armée russe a libéré Varsovie du Troisième Reich, mais de façon très brutale, très agressive. Et surtout... 40, presque 50 ans de communisme où les Polonais le vivent très mal, on pense jusqu'à maintenant que si ce n'était pas pour ça, on vivrait maintenant comme les autres pays européens, Portugal, Espagne, Grèce. Et on pense vraiment que justement la Russie nous a empêchés d'avoir cette liberté, identité européenne maintenant. Et c'est pour ça, je pense qu'on a plus des raisons de les détester que les aimer aujourd'hui. Et le paradoxe, Juan José Dorado, excusez-moi, c'est que le gouvernement polonais est dans le collimateur de l'Union européenne depuis déjà un certain temps, avec des procédures de sanctions parce que l'Union européenne reproche au gouvernement polonais de ne pas respecter l'état de droit. Est-ce que l'attitude de la Pologne dans le conflit, et notamment l'accueil des réfugiés ukrainiens, doit amener l'Europe à revoir sa politique à l'endroit du gouvernement polonais ? Pas à revoir sa politique. Comme je vous disais tout à l'heure, d'abord, ce sont les priorités. Les priorités aujourd'hui, c'est d'aider la Pologne pour aider les Ukrainiens et les réfugiés. Mais par contre, on ne doit pas oublier ce qui, effectivement, cette dérive particulière qui se passe en Pologne, et pas qu'en Pologne, puisqu'en Hongrie, aussi. Donc, de toute façon, il va falloir faire quelque chose, il va falloir continuer. D'ailleurs, il y a un arrêt du tribunal de l'Union européenne dont trouve légale la conditionnalité des aides au respect de l'état des droits. Donc aujourd'hui, priorité, les réfugiés et de la Pologne, mais après, il va falloir continuer effectivement à demander des comptes à la Pologne. Et en particulier à ce gouvernement, le gouvernement du PiS, le gouvernement nationaliste polonais. On va maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine, et il nous emmène ce soir, ce temps fort, en Chine. Les 25 millions d'habitants de Shanghai sont de nouveau confinés chez eux, avec interdiction de sortir, même pour aller acheter à manger. L'exaspération monte dans la population. Des habitants ont même affronté la police, c'était jeudi, alors que des policiers venaient leur demander de céder leur appartement pour isoler des personnes malades du Covid. Alors la population pourra-t-elle supporter encore longtemps un tel traitement? Commence-t-elle d'ailleurs de fait à entrer en rébellion contre un confinement devenu invivable alors que la pénurie alimentaire menace? Vous qui avez beaucoup écrit, y compris dans les microfictions, sur la violence générée par cette pandémie,
Que vous inspirent de telles images à Shanghai, Régis Geoffrey? Ce que je dirais, c'est qu'on voit un peu l'impuissance de la dictature et l'impuissance de la violence. C'est ce qui frappe en Chine. D'ailleurs, moi, je n'ai pas trouvé l'information de savoir combien il y avait de morts dans cette vague. J'en sais rien. Mais là, vous voyez bien qu'il y a une impuissance totale. C'est-à-dire que c'est une panique, c'est un mouvement de panique. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas les infrastructures pour soigner les gens. Je pense que la vaccination, on n'en parle pas, mais... Quid de la vaccination en Chine? Quid de l'efficacité du vaccin? On a un peu le même parallèle avec la Russie, d'ailleurs. On pourrait savoir cette Russie qui a très peu vacciné avec un vaccin dont on ne sait pas grand-chose. Mais le vaccin chinois, j'ai l'impression qu'on en sait encore moins. Et on voit que la dictature n'est pas efficace. C'est ça qui est intéressant. À certains points de vue, à certains moments, on pourrait faire un parallèle avec Staline, d'ailleurs, parce que Staline, qui demandait des choses extraordinaires qui étaient impossibles à faire, eh ben, l'hiver, les bagnards, j'allais dire, les prisonniers, mettaient des blocs de glace à la place de pierre, voilà. Et là, on a un peu cette impuissance de gens qui sont nuls, en fait, par rapport à cette pandémie. Mais alors, c'est aussi, Roland Zedorado, c'est aussi l'échec, on le voit actuellement, du zéro Covid. La politique zéro Covid qui est appliquée par la Chine, aujourd'hui, on le voit, aujourd'hui, ce n'est plus possible pour énormément d'habitants. Pendant un certain temps, on a cru que cette politique était la bonne par rapport à ce qu'on était en train de faire en Europe, mais quand on voit ces images, on oublie souvent que le confinement a été très strict aussi. Lors du premier confinement en Chine, ils ont pris effectivement des mesures très drastiques qu'on aurait du mal à accepter du côté européen. Alors, est-ce qu'il y a une révolte derrière tout ça? Moi, les révoltes, c'est Hong Kong et c'est les étudiants, et on sait comment ça se termine. Là, effectivement, c'est le mal-être de la population qui devait être confinée pour 4 jours, qui l'est pour plus de 15 jours. Un mal-être visible, parce que les images, elles sortent dorénavant. Pendant le premier confinement, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Là, en l'occurrence, il y a des gens qui filment. La difficulté est justement le fait que le gouvernement chinois n'admet jamais s'être trompé. Voilà, il ne veut pas revenir en arrière. Et il gagnerait à le faire et aider sa population au lieu de l'enfermer comme ça. Anna Kowalska, c'est inimaginable ça, que ce régime reconnaisse à un moment qu'il a pu échouer à tel ou tel moment? Je ne pense pas, parce que même si nous, on a accès à ces images de détresse, les gens qui crient dans leurs fenêtres tellement ils ont faim à Shanghai, ils sont toujours sans arrêt sur les réseaux sociaux en Chine. Il y a apparemment les journalistes qui essaient de tirer le sonnette d'alarme pour dire il y a des choses graves qui se passent, mais ils sont mis en sourdine. Pendant le premier confinement, ils sont totalement disparus. Donc je pense que ce serait difficile, surtout que Xi Jinping, cette semaine, a avoué qu'il va poursuivre justement cette politique zéro Covid parce qu'elle est la bonne, et je pense que malheureusement, ces genres d'images ne vont pas changer grand-chose. Alors, on va évoquer, Nadia, un autre dossier de la semaine, le duel du second tour de l'élection présidentielle en France entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et plus précisément l'opposition entre deux visions du monde en matière de politique étrangère. Oui, que ce soit sur la Russie, sur l'OTAN, comme sur l'Union européenne. Si on veut résumer à grands traits, Emmanuel Macron prône un souverainisme européen, quand Marine Le Pen, elle, défend un souverainisme national, c'est-à-dire un repli. Elle s'est également, on l'a entendu cette semaine, dite favorable à un rapprochement stratégique avec la Russie de Vladimir Poutine dès que la guerre sera achevée, dit-elle. Anna Kowalska, est-ce que la politique internationale, c'est un enjeu pour le deuxième tour? Est-ce que les Français sont informés suffisamment qu'ils vont également voter pour une vision du monde, en l'occurrence deux visions du monde radicalement opposées? J'ai l'impression que si cette question est très importante pour les autres pays européens, surtout dans le temps de la guerre, j'ai l'impression que peut-être un peu moins pour les Français. Ça se voit dans le sondage. Si on voit les sondages de sujets de préoccupation des Français, l'Europe, affaires internationales, seulement derrière pouvoir d'achat, santé et sécurité. Alors que la guerre est en Europe. Alors que la guerre en Europe, et pendant la campagne présidentielle, on parlait surtout de la guerre. Elle a absolument dominé justement ce débat. Mais je pense que Marine Le Pen, justement, elle a beaucoup parlé de ces questions qui intéressent les Français. Donc pouvoir d'achat, notamment la question de sécurité aussi. Et ça peut en partie expliquer sa montée avant le deuxième tour. Comment on regarde, Juan José Dorado, en Espagne, ce second tour entre donc, Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Et plus précisément, évidemment, ce que changerait, on peut imaginer qu'en matière de politique étrangère, ça ne changerait pas grand-chose, il y a une continuité si Emmanuel Macron est réélu, mais ce que changerait l'élection de Marine Le Pen, est-ce que ça intéresse en Espagne? Ça intéresse beaucoup en Espagne, d'autant plus que la France est le premier partenaire économique et politique de l'Espagne. Les positions espagnoles en matière européenne ou en matière de politique extérieure sont souvent les mêmes que celles de la France. Et ça changerait beaucoup, puisque vous savez que nous avons un gouvernement qui est de gauche, avec les radicaux de gauche aussi, Podemos. Et si on a un gouvernement d'extrême droite en France, forcément, les relations politiques très étroites
date aujourd'hui de nos deux gouvernements ne pourront plus continuer à l'être. Donc notre intérêt vraiment est très important sur ce qui se passe en France. Et bien sûr, on est très inquiet de ce qui pourrait se passer avec l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée pour la politique européenne et la politique extérieure de façon générale. Président Geoffrey ? Oui, il y a quelque chose que je trouvais assez étrange, justement, parce que Marine Le Pen sait très bien que les gens ne sont pas du tout intéressés par ça et qu'elle va plutôt s'aliéner beaucoup de monde en disant qu'elle va s'unir avec la Russie, parce que son électorat n'est pas du tout dans cette ligne-là. Ils sont sur le pouvoir d'achat, sur des fantaisies du style on va enlever l'aide aux migrants, donc on va avoir beaucoup d'argent. Enfin, je schématise et de façon un peu scandaleuse, je le reconnais. Mais là, ça n'intéresse pas. Et c'est bizarre qu'elle monte au créneau là-dessus. Qu'elle soit revenue sur le sujet, effectivement. Mais oui, c'est curieux, comme si elle était obligée de le faire, ou comme si elle se croyait obligée de le faire. Peut-être parce que c'est le domaine réservé du président aussi, pour quand on aspire à devenir président ou présidente de la République. On ne dirait pas que ce soit la raison, on dirait qu'elle est obligée de le faire. C'est ça qui me surprend. Parce que électoralement, c'est une mauvaise idée. C'est très mauvaise idée. Prenez une réconciliation avec la Russie maintenant. Oui, parce que d'abord, je pense que c'est pas un sujet très populaire, et puis c'est quelque chose qui peut lui amener. Beaucoup de gens sont d'accord éventuellement avec ces idées. Elles sont défendées dans un premier temps d'avoir des liens avec la. C'est bizarre qu'elle revienne. Anna Kowalska, son intervention de cette semaine a été très approuvée d'ailleurs par les médias russes, quand elle apprenait la réconciliation avec la Russie. Oui, mais je suis d'accord. Je pense que du point de vue politique et succès politique, c'est assez bizarre si on parle de question de l'OTAN, de l'approchement avec la Russie, parce que c'est montré dans les sondages, le Français ne l'approuve pas vraiment. Il veut rester dans l'OTAN et surtout depuis le début de la guerre, le taux d'adhérence à l'OTAN en France a augmenté. Donc ça me paraît très bizarre. Après, je pense qu'effectivement, elle le fait parce que ce que Vladimir Poutine par loyauté veut entendre. Et c'est pas seulement la question financière, parce qu'elle dit qu'elle n'a toujours pas de compte à rendre à Vladimir Poutine. Justement, donc vous évoquez Vladimir Poutine, avec lequel elle a eu jusqu'à présent de bonnes relations, on va dire. Elle a relativement peu de partenaires au sein de l'Union européenne, Marine Le Pen, en tout cas au pouvoir, mais il y en a un quand même qui est un grand ami, qui est même un modèle, Jean-Mathieu Pernin, c'est le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Exactement. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment sur le compte Instagram de Marine Le Pen. Ça peut vous arriver, parfois, je ne sais pas. Hein, je sais, Renaud, vous pouvez y aller régulièrement. Mais entre photos de chat et photos de poulain, on trouve les clichés, 5 clichés en fait d'un seul homme, c'est Viktor Orban. Hein. Vraiment, Marine Le Pen en est littéralement fan. Hein. La Française a été reçue donc avec tapis rouge à Budapest en octobre dernier. Se sont retrouvés également à Madrid en janvier avec leurs alliés européens souverainistes. En février, le Premier ministre hongrois a même publié une vidéo de soutien à l'ex-présidente du Rassemblement national. Le Pen asszony nagy és tapasztalt harcos. Sok sikert kívánok a küzdelméhez. Hajrá, fegyverbe hát, ma harcba hív hazád. Voilà, et ce n'est pas fini puisque le 3 avril dernier, eh bien, Viktor Orban est réélu pour 4 ans à la tête de la Hongrie et Marine Le Pen le fait ici, tout comme, on en vient d'en parler, un certain Vladimir Poutine. Hein. Voilà, mais entre les deux, ce n'est pas seulement les feux de l'amour nationaliste, c'est aussi une question d'argent puisque c'est une banque hongroise dont le dirigeant est proche de Viktor Orban qui a financé la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Tous les deux, d'ailleurs, ont la même vision anti-immigrée, même relation avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on s'oppose au droit communautaire, mais on veut bien profiter des subventions tout de même, et même vision internationale, puisque Orban, comme Le Pen, dénonce les sanctions contre la Russie et la livraison d'armes à l'armée ukrainienne. Alors depuis une dizaine d'années, on le sait, Viktor Orban, eh bien, il est devenu l'ambassadeur de l'illibéralisme, hein, c'est comme ça que l'on dit, un régime qui se dit démocratique, mais autoritaire dans les faits, affaiblissement des médias publics, contrôle du système électoral, mise au banc des minorités. Marine Le Pen a choisi son modèle, en fait, celui d'un homme qui a une passion dans la vie, eh bien, c'est les murs anti-migrants et le recul des droits fondamentaux. Bref, à chacun ses idoles. Rose Dorado, en cas d'élection de Marine Le Pen, est-ce que l'Union européenne a du souci à se faire? Elle a du souci à se faire. Mais carrément. Déjà, on parle justement de l'espace Schengen, puisqu'elle souhaite rétablir les frontières. Et puis, même si la France n'était pas si importante que ça, elle est au milieu de l'Europe. Elle va couper le sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, du reste de l'Europe. Et du marché unique. Et du marché unique. Donc, effectivement, en cas de victoire de Marine Le Pen, les pays du sud notamment, mais aussi ceux du nord, vont souffrir énormément. Et l'Union européenne particulièrement. Donc, certains médias hongrois disent que c'est l'équivalent, même pire, du Brexit, si Marine Le Pen est élue. Mais ça le serait. Sauf qu'elle dit qu'elle ne veut plus sortir de l'Union européenne. Marine Le Pen dit qu'elle ne veut plus sortir de l'Union européenne. Aucun parti radical, que ce soit des droites ou des gauches, dit qu'il veut sortir de l'Union européenne. Ils disent on va la changer de l'intérieur. Mais en fin de compte, c'est la même chose. C'est sortir de l'Union européenne.
Donc non, c'est très dangereux pour il y a un gros problème, c'est que Marine Le Pen donne un programme qu'elle ne pourra pas, a priori, appliquer. Sauf qu'internationalement, c'est les droits régaliens du président de la République, même en cas de cohabitation. Et au niveau de l'international, c'est ce que je trouve le plus tragique en vue. Parce que ça, elle pourra le faire. Ça, elle pourra s'allier avec la Russie sans aucun problème et sans demander l'autorisation de l'Assemblée nationale. Il faut quand même voir ça. Le reste, c'est un peu du fantasme, parce que trouver de l'argent en enlevant des aides à des gens qui ne les ont pas, on n'y arrivera pas. Mais cette politique-là, elle peut le faire. Du jour au lendemain, dès qu'elle sera élue, elle en aura le droit, si elle est élue. Avec un dernier aspect en 2 mots, Anna Kowalska, le fait de vouloir retrouver une forme d'indépendance vis-à-vis de l'OTAN aussi. Marine Le Pen promet de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Ça peut surprendre, vu de Pologne, non, de vouloir s'éloigner de l'OTAN en ce moment? Absolument. On a du mal à imaginer qu'il y a un pays en Europe, un grand pays très puissant, où il y a une personne au port de pouvoir qui veut sortir justement du commandement de l'OTAN, surtout qu'il y a des pays qui voudraient maintenant, ils ne voulaient pas pendant des décennies, comme la Finlande ou la Suède, y entrer. Est-ce que j'ai encore 5 secondes? Allez-y. En Pologne, justement, c'est très mal perçu. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de PiS se distance de loin de Marine Le Pen en ce moment. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Anna Kowalska. Merci, Juan José Dorado, d'être venu débattre ce soir sur ce plateau.